Voilà, c'est parti pour le ZCL de ce mardi 19 décembre, encore 5 jours, et ce sera Noël. Bonjour à tous, bonjour à Kinsa. Bonjour Danick. Bonjour à Madame Nathalie Guetta-Babourage, qu'on va recevoir tout à l'heure. Mais avant, bien, nous allons parler de patrimoine, parce qu'aujourd'hui va sortir un ouvrage important, un ouvrage sur le patrimoine guadeloupéen. Alors, il y a 3 ans, on parlait beaucoup de patrimoine immatériel. C'était donc à l'époque où le Gouka était rentré à l'UNESCO. Ça avait fait, vous vous souvenez, beaucoup de polémiques. Cette fois-ci, cet ouvrage sur le patrimoine guadeloupéen parle du patrimoine matériel. Vous savez que la Guadeloupe, c'est une île qui a été colonisée et donc il y a des traces de cette colonisation, que ce soit de vieilles bâtisses comme, ou des vieux forts. Alors des forts, il y en a beaucoup. Il y a celui, bien sûr, très connu, on appelle le fort d'Elgrès à Basse-Terre. Il y a bien sûr le fort Fleur d'Épée, bien évidemment, à Gauzier. Et puis il y a le fameux fort Napoléon, dont on n'a pas encore changé le nom. Tout ça, ça fait partie de notre patrimoine. Alors donc, la Fondation Ayotte a décidé d'en faire un livre très épais qu'on va présenter ce soir, exactement. Et ce livre sur le patrimoine sera un outil indispensable peut-être pour ceux qui veulent bien connaître ce pays, connaître toutes ses traditions, connaître toutes ces vieilles maisons, quelquefois qu'on voit abandonnées, dont ce n'est pas l'origine. Souvenez-vous, il y a quelques semaines de cela, la maison de Saint-Jean-de-Perse à Pointe-à-Pitre avait fait l'objet d'une polémique. Et bien ça aussi, c'est le patrimoine matériel, les vieilles pierres, mais aussi, puisqu'on parle de vieilles pierres, il faudra parler du patrimoine hiéroglyphique de Trois-Rivières, puisque c'est à Trois-Rivières que les premiers Amérindiens ont laissé dans la pierre beaucoup de leurs traces. Mais tout ce patrimoine, vous le trouverez dans cet ouvrage dont on parlera probablement la semaine prochaine, puisqu'il sera présenté ce soir. Et dès ces jours-ci, nous recevrons les gens qui ont contribué à cet ouvrage. Ils sont très nombreux, toute une série d'architectes, d'écrivains, d'hommes de culture, dans ce livre, le patrimoine guadeloupéen. Voilà, il est 12h37. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous l'ai dit, on va recevoir tout à l'heure Madame Nathalie Guetta-Babourage. Elle vient de Pondichéry, même si ça n'a pas l'air. On pourrait la croire qu'elle vient, comme elle disait tout à l'heure, de Saint-François. Elle a sorti un ouvrage, Ma détox ayurvédique coloré. C'est un ouvrage que je pense... Keisha, ça vous fera du bien de le lire, parce que c'est un ouvrage qui explique comment retrouver un équilibre alimentaire et physique, émotionnel en 7 jours. On parlera tout à l'heure avec elle, et puis plus tard on devait recevoir M. Philippe Verdol, qui lui aussi lance une opération sur le chlordécone. Là aussi c'est une question alimentaire, puisque vous savez que beaucoup de nos aliments sont encore chlordéconés. Je ne sais pas si M. Verdol sera là, en tout cas on l'attend. Mais avant, on va faire tout de suite un point sur l'actualité avec Keisha Zorobabel. Oui, Danick, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Et nous ouvrirons le journal d'aujourd'hui avec un dialogue de sourds qui se poursuit entre les salariés de la société de transport d'agglomération Centre et leur employeur. Malgré les réponses apportées ce matin encore, ils ne semblaient pas tomber d'accord. Et puis nous poursuivrons l'actualité avec un contrôle routier qui a été effectué au rond-point de Montebello. En effet, le préfet ayant demandé aux forces de l'ordre de mener une opération de contrôle de vitesse, ces derniers se sont donc exécutés. Quoi de plus normal, j'ai envie de vous dire. Et nous terminerons le journal en fait avec la 3e édition, dont la ronde à Timoun. Un événement qui vise à rassembler différentes écoles de cas. C'était samedi à Sainte-Anne. Quel beau cadeau en cette fin d'année offert par la ville. Et pour l'heure, on continue une interview avec Danick. Merci Keisha. Et donc je vous l'ai dit, nous recevons Nathalie Guetta-Babourage. Merci d'être avec nous. Merci. Et vous êtes docteur en médecine et vous sortez un ouvrage qui probablement fera date. On verra tout à l'heure la vidéo. Ma détox ayurvédique colorée. Alors on parle beaucoup de détox en ce moment parce que bien évidemment notre nourriture quelquefois basée sur des fast-foods, sur des aliments qui ne sont pas toujours compatibles avec nos estomacs, crée beaucoup de soucis. Et c'est peut-être pour ça que vous avez sorti cet ouvrage. Tout à fait. En fait, mon envie d'en partager avec les gens comment prendre mieux soin d'eux, il y avait cette notion de faire plus attention aussi à nos 5 sens. Oui. Au-delà de ce qu'on va mettre en termes de qualité dans l'assiette, le fait de choisir des aliments, des légumes, des fruits de couleur
Et en fonction des saisons, on sait aujourd'hui, grâce aux recherches neuroscientifiques, que ça a un impact sur notre manière de digérer. Et du coup, le fait de manger plus en conscience avec ces 5 sens va faire qu'on va avoir besoin de moins de nourriture, par exemple. Du coup, ça va avoir un effet. Alors, expliquez-nous ça un peu, se nourrir avec les 5 sens. Alors, on savait, il y a le toucher, la vue, l'odorat et l'ouïe, mais alors, pour l'ouïe, je ne sais pas comment on peut manger en écoutant quand même le bruit du repas. Alors, justement, si vous avez la chance de pouvoir cuisiner, déjà, vous savez que vous allez en cuisine, le fait de couper les légumes, le fait d'entendre les légumes qui se réchauffent dans la poêle, qui cuisent, il y a des choses qui se passent en fait, et notre cerveau se met déjà en connexion du coup avec l'estomac, et il va demander au tube digestif de sécréter suffisamment d'enzymes digestifs par rapport aux portions que vous êtes en train de préparer. Donc la digestion a déjà commencé avant que vous commencez à manger. Et essayez de vous rappeler de votre dernier repas que vous avez pris où vous aviez été marqué par les couleurs, par les saveurs, par les textures. Ça, en général, c'est un repas où vous avez peut-être pas mangé en vous disant il faut que je vide mon assiette, mais vraiment vous avez pris le temps de savourer, et donc votre corps a mieux digéré aussi. Alors ça signifie qu'aujourd'hui, si on suit vos conseils, par exemple en mangeant des fruits rouges, il y en a beaucoup en Guadeloupe par exemple, et en mangeant par exemple des fruits rouges, une langouste qui est rouge, je sais pas, un crabe qui est bleu, des choses comme ça, et en mangeant au dessert en ayant une pastèque ou un melon, ça peut agir sur le processus intestinal. Exactement. En fait, moi ce qui me plaît, c'est de faire des ponts entre ce qu'on connaît de la physiologie moderne, puisque à la base je suis médecin, mais de voir aussi comment est-ce que dans des traditions anciennes comme le yoga ou l'ayurveda, qui est une médecine qui a plusieurs milliers d'années, on se rend compte qu'on a aussi un système énergétique dans le corps et associé à des couleurs, et on s'est rendu compte aujourd'hui que le fait de manger des aliments plutôt rouges, ça nous met dans une énergie plutôt d'ancrage, d'enracinement. De manger des aliments plutôt verts, ça nous apporte des phytonutriments, donc des antioxydants qui vont être bons pour nettoyer notre corps en mode détox. Et la couleur verte, par exemple, qu'est-ce que ça vous fait, vous, si vous regardez autour de vous? C'est la nature, normalement. La nature, ça nous fait respirer, c'est apaisant. Et on se rend compte que finalement, les couleurs de l'arc-en-ciel, chacune a un effet sur notre ressenti et notre manière de digérer non seulement ce que nous mettons dans nos assiettes, mais aussi on digère aussi nos expériences de la vie de tous les jours. Nous digérons les informations que nous rentrons par les yeux, par les oreilles, et ça aussi c'est un processus de digestion où en Ayurveda justement on parle de feu digestif, et un bon moyen de stimuler ce feu digestif pour bien s'alimenter, c'est d'ouvrir ces 5 sens. Alors on va quitter un petit peu ce domaine-là et vous poser une question un petit peu parallèle. Est-ce que ça signifie que dans les pays tropicaux où les fruits sont colorés, au regard des pays occidentaux, quelquefois, avec l'hiver, les fruits ne sont pas très colorés, il y aurait une différence au niveau de l'alimentation, de l'effet de l'alimentation sur le processus. Clairement, on s'en rend compte en hiver quand on est dans un pays où les températures chutent et où du coup les couleurs des fruits et légumes sont pas tristes, les mêmes qu'en été. Les gens disent ils sont plus fatigués, il y a une déprime saisonnière, il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps, on a une immunité qui baisse. Ces mêmes personnes, si vous les amenez en Guadeloupe par exemple en plein hiver, elles vont re-rentrer dans ce processus d'intelligence sensorielle et elles vont se sentir mieux. Donc c'est clair que là, on voit vraiment l'impact. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste, puisque vous êtes docteur en médecine et vous pratiquez, enfin vous conseillez de mélanger donc pour faire la détox, l'Ayurveda, qui est une pratique, on peut dire de sagesse tout à fait indienne, et cet aspect alimentaire, ce sont deux éléments qui n'étaient pas associables au départ apparemment. Comment ça arrive ensemble? Je pense que c'est déjà mon parcours très scientifique à la base. Et j'ai exercé comme médecin militaire aussi pendant 5 ans, donc c'est vraiment très carré. Mais c'est en Inde, uniquement en Inde? Non, c'était en France, à Paris. En France? À Paris, d'accord. Chez les pompiers de Paris. Mais en parallèle, le fait d'avoir grandi en Inde et d'avoir été en immersion dans ces traditions, on est très à l'écoute de la nature, des saisons. Mes grands-parents faisaient du yoga, par exemple, tous les matins, ou mes grands-mères et ma mère cuisinaient en fonction des saisons, en fonction de si quelqu'un était malade. J'étais dans une immersion déjà toute petite, et c'est plus tard, pendant mes études de médecine, que je me suis rendu compte que en médecine moderne, on est très fort en poser des diagnostics et donner des traitements curatifs, mais pour tout ce qui est de l'ordre de la prévention, de prendre soin de soi, de plus s'écouter,
on n'a pas développé beaucoup de choses. Et c'est là où je me suis rappelé que en Inde, en fait, c'est vrai qu'il y avait des traditions anciennes qui permettaient de se reconnecter à l'intelligence du corps. Oui. Donc c'est là où j'ai commencé à m'informer, puis à me former en Ayurveda, en Inde et aux États-Unis. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais on peut tout à fait faire des ponts, puisque c'est pas incompatible. Au contraire, ça s'enrichit. Et c'est comme ça qu'il y a 3 ans, du coup, j'avais terminé mon poste de médecin militaire et je me suis dit, je vais me lancer dans cette approche. Et ça a un nom, en fait, ça s'appelle la santé intégrative. La santé intégrative. Ouais, c'est comment combiner les progrès technologiques de la médecine moderne avec le meilleur des sagesses anciennes. Oui. Alors, quels sont les effets de cette médecine intégrative sur le corps humain? Je veux dire, si je vous écoute, plus les aliments sont colorés, plus on entend le son, plus on a envie de manger. Et finalement, on va grossir davantage. Alors, est-ce qu'il y a un juste milieu? C'est la question souvent que les gens me posent. Mais en fait, non. Parce que si vous stimulez votre feu digestif, votre appétit à travers les sens, vous allez manger plus quand votre corps est capable de digérer. Oui. Donc même si vous apportez une quantité importante, le corps va être capable d'extraire ce dont il a besoin et d'éliminer ce dont il n'a pas besoin. Alors je veux dire, par exemple, je suis sous un manguier qui est chargé en Guadeloupe ou en Inde ou quelque part, et je me mets à manger des mangues, je les cueille, je les mange, etc. Plus qu'à satiété, ça n'aura pas... Non, justement, il faut écouter sa satiété. Il faut écouter son signal d'appétit. Donc si vous sentez que vous avez faim et que vous avez envie de nourrir et que votre corps est prêt à manger, vous allez prendre votre mangue, vous prenez le temps de la déguster. Oui. Et après, vous écoutez la satiété. Et dès qu'elle arrive, là, vous vous arrêtez. Là, vous aurez vraiment mangé par rapport à ce que votre tube digestif peut digérer. D'accord. Donc, il n'y aura pas d'effet négatif. Alors, sur l'image du livre, je suppose qu'on va avoir des images aussi. Alors, on voit des tomates, bien sûr, des piments. Des fruits rouges. Finalement, les fruits rouges, ils ont des qualités supérieures aux fruits verts. Il n'y a pas de supérieur. On a besoin de toutes les couleurs. Oui. Et en fait, le livre se présente sous la forme d'un voyage en 7 portes colorées. Oui. Donc il y a le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet et le blanc. Oui. Et j'ai choisi le rouge sur la couverture parce que dans cette approche intégrative, pour bien vivre au quotidien, on commence par les racines. Il faut aller dans la matière d'abord. Donc c'est la première couleur qui nous permet ça. Alors quand vous dites chapitre 3, au 3e chakra, je nourris mon feu intérieur et j'optimise ma digestion. Ouais. Alors, explication. Là par exemple, la troisième porte, c'est la porte jaune. Oui. Et donc là, ça correspond donc à un centre énergétique en yoga, le 3e chakra qui est au niveau du plexus solaire. Et ça correspond aussi, si on regarde l'équivalent Il y a une posture aussi, c'est cette posture-là. Tout à fait. Oui, d'accord. Il y a aussi l'équivalent physiologique de nos enzymes digestives, l'estomac, mais aussi le pancréas. Et en fait, ça correspond à notre capacité à digérer, à extraire l'énergie de la nature. Dans ce que nous mangeons, mais aussi dans notre capacité à digérer. On a un feu intellectuel aussi. Digérer les informations pour produire et être dans un projet et l'amener dans la matière. Donc c'est un chakra très intéressant. Et le jaune, le fait de choisir des fruits et des légumes de couleur jaune vont nous mettre dans cette énergie. Oui. Par exemple, le safran peut permettre... le curcuma, par exemple. Le curcuma, aussi. Oui. Et on dit beaucoup de bien du curcuma. Ouais, voilà. C'est un puissant anti-inflammatoire qui permet justement de stimuler ce feu digestif. Alors, est-ce que, au regard de ce que vous proposez du point de vue alimentaire, il faut faire, j'ai envie de dire, un mix avec les postures ayurvédiques aussi, c'est-à-dire faire du yoga pratiquement avant, pendant ou après les repas? Comment ça se passe? Alors, l'idée dans chaque porte, c'est de proposer 3 recettes d'inspiration ayurvédique avec des produits locaux pour la couleur du jour. Et il y a aussi un petit exercice de créativité, d'écrire un petit poème, un haïku gourmand après le repas. Et après, c'est la personne qui choisit si elle veut faire sa posture le matin ou l'après-midi ou le soir. En général, il vaut mieux pas le faire juste après manger parce que là, le corps digère. Il faut faire avant? On peut faire avant aussi. L'idée, c'est avec une posture, d'essayer de ressentir sa respiration et aussi de voir ce que ça fait dans le corps, cette énergie-là. Puis il y a aussi une méditation, puisqu'il y a un CD. J'allais vous dire, il y a un aspect méditatif aussi. Oui. Alors, à quel moment on pratique cette méditation? Quand vous voulez. Vraiment, l'idée du livre, c'est qu'il y a une feuille de route avec 7 portes, et après, les gens choisissent le rythme
l'ordre dans lequel ils veulent le faire. Et évidemment, dans le sous-titre, je parle de 7 jours, mais vous pouvez aussi le faire en 7 semaines. Vous pouvez aussi le faire à l'intution. Vous prenez le livre et vous ouvrez, comme vous avez fait là, une page, 3e chakra. Alors, mais l'aspect émotionnel, alors, parce qu'on en a vu l'aspect alimentaire, l'aspect physique, mais l'aspect émotionnel. Comment les aliments peuvent-ils agir sur l'émotion, sur un choc, sur un décès, sur un accident, enfin peu importe. Justement, en fait, ce que j'explique dans le livre, c'est que ce processus de digestion alimentaire, c'est aussi le même dans les émotions. Parce qu'on a tous les jours, on est traversés tous par des émotions. Le stress, par exemple. Le stress, la colère, la peur. Et les aliments peuvent... Pas que les aliments, mais notre feu digestif émotionnel est aussi nourri par les aliments. Et souvent, les gens disent... Quand je suis pris d'une colère, par exemple, je vais me jeter sur la nourriture. Oui. Parce que quelque part... on peut se mettre à manger parce qu'on est en colère, ou le contraire. Aussi, oui, parce qu'on est en colère, on n'a plus faim subitement, la faim est passée. Tout à fait. Et c'est pour ça que dans le livre, justement, il y a des temps de réflexion sur, tiens, d'habitude, est-ce que je mange sous l'emprise d'une émotion ou est-ce que je me pose vraiment pour observer ce que je mange? Et il y a aussi des petits exercices d'écriture pour voir s'il y a des choses qui m'empêchent de laisser cette énergie de l'enracinement, par exemple, ou de laisser ma créativité s'exprimer. Donc il y a tout un petit exercice un peu d'introspection qui permet aux gens de voir quelles émotions sont faciles à vivre, d'autres peut-être plus difficiles. Ça devient une vraie philosophie alimentaire. Ah bah oui. C'est l'intégratif. La façon dont vous présentez les choses. Alors, ça signifie autre chose. Enfin, je vous posais des questions pour que tout le monde peut se poser. Vous savez, ici, dans notre pays, sous problème un petit peu de l'Inde aussi, puisque la cuisine indienne est très fortement impliquée ici. D'ailleurs, le plat national guadeloupéen, vous savez ce que c'est? Non, dites-moi. C'est le colombo. Ce qu'on appelle, en Guadeloupe, vous savez, je ne vais pas insister. Alors, parce qu'il y a beaucoup de sauces ici, qui sont très grasses souvent, et les diététiciens recommandent d'éviter ces sauces qui sont bien colorées. Par exemple, le bouillon de poisson, qui est quelque chose de particulier ici, est très coloré. Alors, est-ce que ça a une incidence, ou bien est-ce qu'il faut à ce moment-là, comme vous dites, passer d'abord derrière les fourneaux, préparer sa sauce? En fait, moi, ce que je dis surtout, c'est dans cet univers de la nutrition globale, il ne faut rien s'interdire. Il ne faut pas se priver. Mais par contre, plutôt que de choisir des graisses très saturées ou très inflammatoires, c'est d'essayer de choisir au mieux. On a besoin de protéines, on a besoin de glucides, on a besoin de lipides pour bien fonctionner, ça c'est essentiel. Mais on peut essayer de choisir des meilleurs acides gras plutôt que ceux qui favorisent une inflammation. Donc c'est ça le principe vraiment de base. Et c'est l'un des messages pour moi qui est important, c'est en alimentation, il ne faut pas se priver. Il vaut mieux se faire plaisir à la limite, mais éviter de culpabiliser parce que là, du coup, le corps accumule encore plus. Donc c'est une invitation à être plus dans l'écoute de soi, de sa faim, sa satiété, et la notion de plaisir, pour moi, elle est essentielle. Un petit mot quand même sur le 5e chakra. J'allège mon corps, j'allège ma tête et j'allège mon corps, et c'est la porte bleue. Mais il y a des aliments bleus. Alors c'est intéressant parce que souvent les gens me disent oui, le rouge, l'orange, le jaune c'est facile, le vert aussi, mais après ça commence à devenir plus compliqué à trouver les aliments. L'aubergine, violet, bleu, non? Alors on va aller vers du violet, bleu. Mais sinon c'est normal, les trois premiers chakras c'est la matière. Oui, bien sûr. Donc c'est plus dense. Le vert, c'est la transition. Donc on est plus dans les feuilles, les salades. Et après on va plus travailler une énergie plus allégée, on va dire plus spirituelle. Et du coup, là, ça va plus être des infusions, les algues. Les algues, les infusions, les thés. Les thés, et puis aussi les produits marins. Puisque là, ça va être aussi comment on va nourrir sa thyroïde avec des apports iodés et salés. Et après, c'est vrai qu'on a quand même certains fruits et légumes violets, donc il y a de quoi faire aussi. Et vous pratiquez? Ah bah heureusement. Ah non, je pose la question. Parce que pour partager ce... J'ai vu des diététiciens qui étaient très corpulents. Vous me donneriez quel âge? Pardon? Vous me donneriez quel âge? Difficile, je sais pas. Honnêtement, j'ai peur de me tromper. 46. Ah non, un peu moins. Un peu moins, 43.
37. 37, voilà. J'hésitais, c'est à peu près ça. Bon, alors, du point de vue de la Guadeloupe, quel va être votre parcours ici avec cet ouvrage Ma détox ayurvédique coloré? Quel va être votre parcours? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, en fait, souvent on me demande est-ce que vous consultez en cabinet? Mais moi, ça fait 3 ans que j'ai quitté la blouse blanche pour vraiment passer en posture de formatrice. Médecin aux pieds nus? Pardon? Médecin aux pieds nus? Peut-être, ouais. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment... je voyage pas mal, en fait. Et moi, ce qui me plaît, c'est d'amener les gens à sortir de leur zone de confort, à être en immersion dans la nature et vivre ces principes concrètement. 4 jours, 7 jours, 10 jours. Et donc, j'organise des voyages en Inde, en métropole aussi. Et à partir de 2018, je vais aussi venir en Guadeloupe pour animer des conférences et des formations. Donc vous n'en faites pas en ce moment, hein, ce sera l'année prochaine? Ce sera en mois d'août, on est déjà calé dans un beau lieu tout près de Pointe-Noire, des petites cures ayurvédiques avec une collègue. Au mois d'août? Oui. Oui. Et sinon, après, il y a d'autres, comme je vais faire pas mal d'allers-retours, je suis un peu tombée amoureuse de votre île. Il faut dire que... Restez-y, vous avez déjà des parents ici, alors ne repartez plus. C'est sûr, pour moi, c'est un beau mix entre la métropole et l'Inde. Donc... Oui. Donc vous reviendrez, pas de signature d'ouvrage ces jours-ci? Pas tout de suite, peut-être en janvier. Comme je reviens tous les mois, ouais. Et de toute façon, après, les personnes qui sont intéressées peuvent aller voir sur mon site, institutdesantéintégrative.com. Alors c'est quoi le site? www.institutdesantéintégrative.com. Oui, d'accord. Et là, je mets à jour mon agenda. D'accord. Bon, si on veut vous contacter uniquement par le site, pas de téléphone? Par le site ou le Facebook. Le Facebook. Institut de santé intégrative. Qui s'appelle... D'accord. Bon, écoutez, docteur, on vous remercie d'être venu. Merci pour l'invitation. Je rappelle donc à nos téléspectateurs, ce livre, il est déjà disponible en librairie? Oui, j'avais fait une signature de livre le mois dernier, donc il est en librairie à Jazor. D'accord. Ma détox ayurvédique coloré, comment retrouver un équilibre alimentaire, physique et émotionnel en 7 jours ou plus. Voilà. Merci d'être venu en tout cas, et puis on essaiera de suivre vos conseils, on verra. Avec prochaine fois que vous viendrez, je vous dirai si ça a eu des résultats, si ça marche. Voilà, il est 12h55, on a le temps de développer un premier titre avec notre ami Keïssa Jourbabel. Oui, bien sûr, Dani, puisque comme je vous le disais, les négociations menées durant le week-end entre les salariés affiliés à l'UGTG et la société de transport Carulis, leur employeur, n'ont pas abouti. Bien évidemment, chacune des parties se rejette la responsabilité de cet échec. Pour l'UGTG, l'entreprise n'est pas disposée à sortir du conflit. Elle n'est pas en mesure de fournir des documents précis permettant de déterminer le temps de travail effectif, élément socle des revendications, d'établir les salaires, de vérifier les irrégularités constatées, de comptabiliser les heures supplémentaires et autres. Elle dénonce également une gestion opaque qui masquerait à des agissements qui seraient susceptibles de poursuite pénale. Et de son côté, dans un communiqué, la STAC déplore la nouvelle volte face des représentants de l'UGTG. Leur négociation, voyons le reportage. Guadeloupéenne, comprenez-nous. Je dis juste c'est tout en nous. Demain ça peut autres, ça peut n'importe qui monde. Allez là, les sociétés se conseillent qu'à fonctionner. Donc à rappeler que c'est toujours l'argent public que la STAC a ramassé. L'argent public c'est argent, c'est en nous, c'est les fonds publics que y aura mettre en poche à eux, que y pas qu'à redistribuer correctement pour les Guadeloupéens, parce que y a besoin toujours qu'aimer les Guadeloupéens dans la précarité pour toujours commander plus de travail. Plus de travail pour y payer, soit en réalité ça doit être payé. Donc c'est tous ces manigances là ça, donc nous allons essayer de faire autres comprendre et ouvrir les autres. Un autre point encore que nous allons signaler à nouveau, nous avons déjà interpellé le SMT, le syndicat mixte par rapport à ça. Nous avons des voitures dans la rue là qui roulent sans licence. À répéter encore, il y a une blague à masque dit comme quoi que c'est l'ADL qui prend trop de temps. Mais depuis avril 2017, il y aura roulé sans licence. Donc ça veut dire qu'on monte dans des cas sans sécurité. Sur le arrivé autres, c'est chauffeur là qui en tort. Donc on a dit c'est des bitins à dénoncer et prendre responsabilité à eux. Je dis je nous mobiliser après 36 jours de grève, tout simplement parce que la STAC a refusé d'admettre que faut payer ça, il y a doué. C'est-à-dire que il y a admettre qu'il y a un tort, mais il y a refusé de payer ça, il y a doué. Dans la mesure suivante que il y a un tort si des comptes horaires. On décompte horaires ça signifie quoi? C'est un document qui a prouvé combien de travail que vous effectuez et pourquoi il paye. Il y aura reconnaître que il y aura demandé les salariés viennent à 5h du matin pour commencer à payer à 5h30.
il faut reconnaître que le report hebdomadaire, pas aux normes. Le report hebdomadaire, c'est 35 heures. Ni des salariés qui travaillent le dimanche à midi et le lundi à 5 h du matin, ils ont repris le travail. Ce n'est pas normal. Le report journalier qui est de 11 heures, ni des salariés qui vendredi à 19 h, 20 h. Le samedi à 5 h 30, 4 h 30, au Jala. Donc tout ça, c'est des points fondamentaux qui régissent le code du travail. On entrave purement simplement le code du travail, application à code du travail. Donc, jeudi jour, nous décidons une fois de plus de manifester nous et de faire nous entendre. La population a dit tant pour comprendre. Ça a fait 35 jours que nous mobilisons. Mais c'est dit, tout le temps dépôt n'est pas débloqué, il n'est pas traité. Dépôt est débloqué. Quoi traiter, ou quoi dire on tort, mais on ne veut pas payer. Donc au final, quand nous y pour qui béton quoi pour nous? Ils n'ont pas respecté nous. Ils n'ont pas respecté, on travaillait. Donc, par rapport à ça, ça clair, net et simple. Nous sommes obligés de monter en crescendo. Et voilà, il est 12h59. Vous nous regardez en direct du ZCL et nous écoutez en direct de Radio Haute Tension, mais aussi de 610 FM 103. On se retrouve après la pub. Voilà, il est 13h05 dans le ZCL en direct de RHT et de C10 FM sur 105 et 89.8 pour RHT. Et on va continuer le journal avec Keïssa. Je vous rappelle que vers 13h30, on devra recevoir Evelyne Ademar. Evelyne Ademar, notre chroniqueuse, qui va parler de ABC Entreprise et aujourd'hui du droit de grève. Précisément, c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de gens en ce moment. Depuis, on l'a vu depuis le mois de novembre, il y a beaucoup de grèves dans le pays. Et donc, ce droit de grève, point d'interrogation, répond tout à l'heure avec Émilie Ademar. Sinon, tout de suite, la suite du journal avec Keïssa Zourbabel. Et ce matin, notre correspondant Maxime Morel s'est rendu au rond-point de Montebello à l'occasion d'un contrôle routier. En effet, le préfet ayant demandé aux forces de l'ordre de mener une opération de contrôle de vitesse, ces derniers se sont donc exécutés. Il faut savoir que la période festive que nous entamons est une période accidentogène à raison de nombreux excès de vitesse et de consommation d'alcool. Un contrôle jugé donc utile en raison des nombreux morts qu'il y a en général en ces 2 derniers mois de l'année. Voyons le reportage. C'est un signal en tout cas que Monsieur le Préfet souhaite envoyer vis-à-vis des usagers de la route qui ne respecteraient pas les limitations de vitesse et puis également à tous les contrevenants de la route. Étant donné que le mois de décembre est l'un des mois les plus accidentogènes en Guadeloupe, il faut savoir que le mois de décembre en Guadeloupe, ça représente en moyenne 6 tués. C'est énorme. Pour cette année, pour l'instant, nous n'en dénombrons aucun. Ceci étant, le mois de novembre a été particulièrement meurtrier puisqu'on a compté jusqu'à 6 morts en 2017. Et traditionnellement, les fêtes de fin d'année sont particulièrement accidentogènes, liées à la fois à une consommation excessive d'alcool et aussi à des vitesses qui sont excessives. Toute l'année, la gendarmerie est mobilisée pour assurer la sécurité sur les routes de la Guadeloupe. Donc cette opération ne fait que confirmer un engagement de longue durée qui est renforcé à l'occasion des fêtes, période traditionnellement sensible pour laquelle les contrôles sont renforcés. L'accidentalité en Guadeloupe, elle est multiple, donc on s'attaque aux facteurs de risque que sont la vitesse, évidemment, l'alcoolémie et le non-port des équipements de sécurité, à savoir le casque et la ceinture. C'est particulièrement important. Et nombre d'infractions de ce type-là sont constatées en Guadeloupe, ce qui est totalement anormal. Ce mois de décembre, Monsieur le Préfet a demandé à ce que les forces de l'ordre réalisent des opérations ciblées, spécifiques. Alors vous assistez actuellement à une opération de contrôle vitesse, mais il faut savoir que hier, par exemple, il y a une opération de contrôle sur les 2 roues qui a été réalisée. Et tout au long de cette période de fête, des contrôles spécifiques seront réalisés, notamment des contrôles d'alcoolémie et du stupéfiant.
Et samedi, les associations Jeunes Travailleurs de Petit Pérou et Petit Pérou en Mouvement ont organisé un événement en partenariat avec la ville des Abîmes sous le nom de Noël authentique. Le but étant de redynamiser la commune et de faire profiter aux petits comme aux grands de moments de convivialité dans le cadre de Noël. De quoi dire une belle initiative menée par ces jeunes associations en cette fin d'année. Jacqueline Thénard, Myriam Warrington et Lionel Benjamin au micro d'Axel Jacob. Alors aujourd'hui, samedi 16 décembre, nous sommes ici réunis, les deux associations de Petit Pérou, les Jeunes Travailleurs de Petit Pérou et Petit Pérou en Mouvement, autour d'un projet Noël authentique. Donc l'objectif de ce projet, c'est un projet intergénérationnel, c'était de rassembler jeunes, grands, petits, vieux, enfin tous ceux qui peuvent venir nous rejoindre autour d'un goûter et d'un arbre de Noël pour passer un moment de partage, puisque Noël, comme nous le savons, c'est un jour de partage, c'est une période où on se retrouve entre famille, parents, amis, voisins. Et c'était l'occasion pour nous, comme nous avons l'habitude de le faire chaque année, de se réunir autour de ce complexe. Alors cette année, c'est un peu particulier puisque la ville des Abîmes a bien voulu accompagner ces deux associations qui sont quand même récentes sur le territoire, sont récentes aussi dans le quartier. Et ça fait 1 an qu'on a été créé et on essaie d'animer le quartier pour les fêtes, pour les occasions, parce que sinon notre quartier sera mort. Et cette année, on a mis en place un petit arbre de Noël pour les enfants. On la honte à Timoun, c'était également samedi. Décidément, les villes de Guadeloupe étaient en fête. Nous partons maintenant du côté de Sainte-Anne où la ville a tenu à organiser sur la place Schœlcher la 3e édition dont la honte à Timoun. Un événement qui vise à rassembler différentes écoles de cas. Nos petits étaient une fois de plus à l'honneur à ce jour. Un reportage de Michel Terrasse. On est en 3e édition à La Ronde à Timoun, c'est 3e l'année. Et l'année à ça qui est belle, c'est que nous avons invité 3 écoles qui viennent vers la Couvéranda. Et c'est Timoun là avec nous depuis à 9h jusqu'à midi. Ils sont là avec nous et ça a tourné bien. Alors nous avons 3 écoles invitées, nous avons l'école Calbasca. Nous avons l'école à Teddy Pellissier, nous avons l'école à Madame Véronique Gamer, c'est Goyave, qui a fait un bel travail, force et tradition. Nous avons Joué Caliané, qui c'est Petit Bout, et qui est M. Fabien Huc, qui a fait un bel travail, et vers Timouna. Alors là, nous avons décidé de faire un lionnage Sainte-Anne avec tous ces Timouna. Et un lionnage qui est à en prestation, nous venons faire, c'est faire ces Timouna et jouer ensemble. Alors nous mettons dans la ronde là, qu'on attend des nous et devant nous dis et que tambour a sonné, que c'est Timouna liané, il pas connaître yo, mais il tout cas français le jour là pour se faire peuple assemblé puis autant son. Ben aujourd'hui nous sommes sur la place Schœlcher pour la 3e édition de la Ronde à Timoun. Alors la Ronde à Timoun c'est effectivement un événement que nous faisons pour promotionner les activités du centre culturel dans un premier temps pour que les gens sachent que au centre culturel nous faisons aussi l'initiation au cas, à la danse traditionnelle, en dehors des 13 autres activités que nous avons. Et en fait, l'idée, c'est de montrer au public, et c'est aussi le moment où les enfants sont à l'honneur et les parents, le public est présent pour un petit peu les encourager. Et on remercie beaucoup les parents pour leur implication, parce que sans les parents, nous n'aurions pas pu réaliser cet événement. Alors c'est vrai que M. Jimmy Bastien coordonne tout cet événement avec les agents du centre culturel qui sont à l'initiative de cette manifestation. Mais c'est un grand moment de partage, de convivialité, et on reconnaît aussi le travail de Jimmy Bastien qui est très particulier, c'est que les enfants n'apprennent pas seulement le cas, ils apprennent à chanter, ils apprennent à faire le boulaguel, et ils ont aussi cette partie d'instruments pour le carnaval que les enfants apprennent aussi. Donc c'est vraiment un enseignement qui est très complet. Nous avons des parents qui sont vraiment hyper impliqués, qui sont là tout au long de l'année, et vraiment je peux que leur tirer un grand coup de chapeau. Et toujours samedi, il n'y avait pas que la commune de Petit Pérou et la ville de Sainte-Anne qui fêtaient. En effet, à Moudong aussi, on faisait la fête dans le cadre d'un arbre de Noël qui a été organisé par la ville de Bémao pour les enfants du quartier. À cet effet, diverses activités leur ont été proposées et des cadeaux leur ont été remis. Un moment de joie pour nos petits. Des images d'Axel Jacob.
ce soir, effectivement, nous participons à la première édition d'illumination du parc Hyacinthe Bastaro dans le cadre d'un projet que nous avons intitulé, bien, comme vous le voyez, juste derrière vous, le parc enchanté. Et ce soir, c'est vrai que nous recevons tous les enfants qui généralement fréquentent le parc et d'autres familles aussi également pour la première fois dans ce parc. C'est vrai que ce soir, vous l'avez vu, les enfants étaient heureux, les parents étaient heureux également puisque nous avons vécu une véritable magie de Noël. Nous avons commencé par une véritable balade dans les rues, bien entendu, avant d'arriver jusqu'au parc, avec un certain nombre de personnages qui sont à la fois des héros, également des personnages de contes de fées, et les enfants étaient très enchantés. Moi-même aussi, je me suis retrouvée quelque part, je suis redevenue une petite fille. Vous avez vu aussi également cette belle illumination précédée, bien sûr, de chants magnifiques, de jeunes filles également, et puis par la suite, et bien voilà, ce soir, on peut dire que le pari est réussi. Les enfants sont contents, ils ont reçu leur cadeau. Le Père Noël est arrivé, vous l'avez vu aussi également en calèche. Et donc c'est un projet bien entendu qui a vu le jour. Et je voudrais souhaiter en tout cas une très bonne année, je dirais, et un joyeux Noël à toutes les familles de Bémao, à tous les enfants de Bémao, ceux qui étaient là aujourd'hui, mais ceux qui sont derrière la caméra et certainement verront ce reportage, bien sûr. Et surtout remercier mais toutes les personnes qui ont participé, qui ont travaillé à la préparation de cette manifestation. Et voilà, il est 13h15. On vous souhaite un bon appétit pour ceux qui sont à table. Vous nous écoutez, on le rappelle, en direct de C10 FM, mais aussi de Radio Haute Tension. On se retrouve après la pub. Voilà, quand il est exactement 21 minutes assis, l'horloge à ZZL là, nous avons Emeline, et chaque semaine, il y a des quartiers, donc travail qui y a à l'entreprise. Et là, nous allons parler de grève mouvement, le droit de grève. Bonjour Emeline. Bonjour Danick. Tout de suite, le générique avant de parler, d'entrer dans le vif du sujet. Bonjour Danick. Bonjour Emeline. Oui. Et on dit bonjour avec Keïssa. Bonjour Keïssa. Oui, bonjour Emeline. Donc aujourd'hui on te reçoit afin de parler d'une thématique sur le droit de grève. Après une actualité quelque peu secouée la semaine dernière, nous en profitons pour faire un point sur la question, à savoir qui a le droit de faire la grève. Alors, il faut savoir que tout salarié a le droit de faire grève. La seule condition, entre autres, qu'il faut respecter, c'est que le salarié ne peut pas faire grève seul, sauf si il accompagne un mouvement de nature nationale. Donc, si, par exemple, on a une grève en France métropolitaine, il a la possibilité de faire grève tout seul, mais normalement, il faut être plusieurs pour pouvoir exercer ce droit de grève, et c'est pas nécessaire forcément que ce soit la majorité des salariés qui fassent grève. Ça peut être un ensemble de salariés, pas forcément non plus tous les salariés, ça peut être juste un petit groupe de salariés qui décident de faire grève. C'est bien le cas de la Caroulis en ce moment, où sur 100 salariés, je crois, un peu plus de la moitié est dans un mouvement de grève depuis plus de 45 jours, et rien n'évolue. Deuxième question, Keïssa. Quelles sont les conditions de validité du droit de grève? Alors, pour que le droit de grève puisse être valide, il faut qu'il remplisse absolument 3 conditions. À savoir qu'il faut un arrêt total du travail par rapport aux grévistes qui vont décider de faire grève. Un blocage. Voilà, un blocage. Il faut une concertation des salariés, donc ça doit être collectif, je le répète, c'est pas une seule personne qui pourra faire grève, il faut quand même être plusieurs, en sachant que l'appel d'un syndicat n'est pas forcément nécessaire pour exercer ce droit de grève. Et enfin, le point le plus important, il faut des revendications professionnelles, des revendications salariales, par exemple, qui se rapportent aux conditions de travail ou à la défense des intérêts des salariés pour pouvoir effectuer ce droit de grève. Donc 3 conditions cumulatives pour que ce droit de grève puisse être valable. Mais Emeline, si ces 3 conditions-là ne sont pas réunies, qu'est-ce qui va passer? Alors dans ce cas-là, Danick, on parlera de mouvement illicite, c'est-à-dire que le mouvement de grève ne sera pas reconnu comme étant
exercer en plein droit. Oui. Comment, voilà, exactement. Et c'est exactement le cas dans certains types de grèves, comme des grèves perlées, où on a des salariés qui ralentissent volontairement le rythme et la cadence de travail. Ça, c'est pas autorisé, on va dire, aussi, mais il y a aussi des grèves limitées à des conditions particulières d'un contrat de travail. Donc, par exemple, des salariés qui ont des obligations d'effectuer des astreintes, pour ne pas le faire, voudront faire grève, mais ça non plus, ce n'est pas forcément une condition suffisante pour pouvoir faire grève. Ou encore, on a le cas d'actions successives qui mènent au blocage de l'entreprise sans arrêt collectif et concerté du travail, puisque là encore, on met l'accent sur la partie collective pour l'arrêt du travail, et également toute grève qui a une nature ou une origine politique. Alors, il est évident, Emeline, que dans le cas, par exemple, imaginons qu'il y ait une grève à Canal 10, pas à ZCL, à Canal 10, oui, j'ai bien compris, Dani. Bien sûr. Alors, les techniciens disent, on ne transmet plus, il n'y a plus de Zébris, plus de Yann, plus personne, mais ça veut dire qu'objectivement, nous serions en grève, même si nous n'étions pas grévistes. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on puisse distinguer qui est gréviste de qui ne l'est pas. Oui. En général, ceux qui sont non grévistes, on va plus parler de ceux-là, donc ils vont se rapprocher de leur employeur pour pouvoir lui donner l'information à ce dernier qu'ils ne sont pas grévistes, afin que lui puisse faire la distinction entre les salariés qui acceptent de faire la grève et ceux qui n'acceptent pas de faire la grève. Dans tous les cas, en ce qui concerne justement la procédure liée à la grève, il n'y a pas forcément une procédure particulière. Donc effectivement, tu peux décider avec Zébriste d'arrêter de diffuser sans avoir forcément donné un préavis de grève. Ce qu'on appelle une grève sauvage. C'est effectivement sauvage, effectivement, mais le droit permet de ne pas avoir forcément à donner un avertissement à l'employeur du fait qu'il y aura une grève où il n'y a pas obligation non plus qu'il y ait une tentative de conciliation avec ce dernier avant de commencer ta grève. Nouvelle question, Keïssa, à la suite. Mais en outre, pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs, quelle est la procédure à respecter avant de commencer une grève ? T'en as pas vraiment. T'as pas de procédure réelle. Comme je disais, effectivement, à Dani qui peut arriver avec les Zébris, décider qu'en fait, ils font grève aujourd'hui. Le plus important, c'est qu'effectivement, ce soit un arrêt concerté, donc plusieurs salariés, et qui décident de faire le mouvement. Pas de préavis nécessaire. D'accord, et donc Dani et Zébris peuvent faire une grève pendant combien de temps ? Alors là, c'est toute la question. Il n'y a pas de durée minimale, il n'y a pas de durée maximale. Le tout, c'est que par contre, ça peut être également une grève répétée. En fait, ça peut être un mouvement répété. Ça peut être, comme exemple, le fait d'arrêter de travailler pendant un quart d'heure, toutes les 10 heures. Mais le fait que ce soit concerté, ça fait de la grève un état de fait où en fait pendant toutes les 10 heures, pendant un quart d'heure, les salariés grévistes décident de s'arrêter de travailler. Alors je rappelle quand même que la grève de 2009 du LKP a duré 44 jours et pendant ces 44 jours, rien ne fonctionnait dans le pays et même les gens qui voulaient aller travailler, ils étaient bloqués, ils étaient caïpongosés et la grève a continué. Et d'ailleurs, c'est le record des grèves dans la région, puisque je crois que des journalistes de tous les pays sont venus voir cette grève historique du LKP et peut-être en janvier 2018, ça pourrait réarriver si toutes les conditions sont réunies, mais on touche du bois pour l'instant. Continue, nouvelle question. Et donc quelles sont les interdictions ? Justement, théoriquement, les grévistes doivent respecter le travail des non-grévistes. Oui, donc, théoriquement. Voilà, le fait que toi tu ne souhaites pas travailler, le fait que Zébris ne veuille pas travailler ne doit pas empêcher les autres de pouvoir travailler librement. Et ça ne doit pas non plus empêcher l'occupation des locaux. Ça ne doit pas conduire non plus à une dégradation de ces derniers. Oui. Tout ça, c'est de la théorie. Hein. Tout ça, c'est de la théorie, mais ça peut être sanctionné pénalement. Oui. Et il faut savoir que dans le cadre de non-exercice légal de la grève, il y a certains actes qui sont prohibés et que donc les syndicats et les grévistes, eux, peuvent être justement jugés responsables en cas d'abus, justement ceux dont je viens de citer, commis pendant la grève. À savoir qu'en plus, l'employeur et les non-grévistes peuvent demander également une action ou peuvent intenter une action en réparation des préjudices qu'ils auront subis pendant cette grève, notamment devant le Conseil des prud'hommes et le juge pénal compétent. Alors attention, c'est le cas de Carolis en ce moment. Souvent on dit aux grévistes, les grévistes disent que si c'est à cause de l'employeur qui sont en grève, c'est-à-dire l'employeur a refusé par exemple d'appliquer ce qu'on appelle les NAO, les négociations annuelles obligatoires par exemple, si l'employeur n'a pas fourni un certain nombre d'éléments aux grévistes, donc la grève a duré,
les grévistes sont en droit de demander réparation de leur côté et exiger que les jours de grève soient payés par l'employeur. Oui, alors et c'est souvent un cas. Alors c'est effectivement parce que derrière la grève est causée par un manquement de l'employeur, motivé par un manquement de l'employeur. Donc effectivement dans ce cas-là, d'une part le gréviste sera payé et d'autre part effectivement il peut être indemnisé, il peut y avoir une réparation du préjudice causé parce que derrière c'est de la faute de l'employeur et que cela aura été démontré. Le plus souvent c'est la faute de l'employeur. La suite, dernière question. Quelles sont les conséquences en cas de grève pour un gréviste? Alors justement, il faut savoir que le fait qu'un salarié soit en grève ne rompt pas le contrat de travail de ce gréviste, puisque c'est un droit qui est tout à fait légal. Donc dès lors qu'il est exercé dans les conditions... Même s'il n'est pas syndiqué? Même s'il n'est pas syndiqué. Dès lors qu'il est exercé dans les conditions qu'on a énoncées précédemment, il n'y a pas de cause de rupture. Il faut savoir qu'un licenciement qui est invoqué ou qui est prononcé à l'encontre de salariés sur ces bases aussi peut être reconnu comme étant jugé nul et sans fondement, puisque derrière le salarié, comme j'ai dit, aura respecté son droit de grève, en sachant qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, ni même subir de discrimination, parce que derrière, il aura mis en place ce droit de grève. Par contre, il faut savoir que l'employeur peut donc retenir sur la paye du salarié les jours où il a été absent pour grève. Oui, voilà. Alors, petite précision quand même, en actualité, l'employeur ne doit pas mentionner sur le bulletin de paye du salarié qu'il a été absent pour grève, par contre. Tout à fait. Donc, il matérialise l'absence sans pour autant mentionner la cause. Et il faut savoir aussi que la retenue sur salaire qui va être effectuée ne peut être effectuée qu'à hauteur du nombre de jours où le salarié a effectivement été en grève. Si elle est légale, cette retenue. Si elle est légale, si elle est motivée. Si elle est motivée du côté de l'employeur, on va dire. Parce que si effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure là, c'était le salarié qui a raison de faire grève et tout, normalement l'employeur doit le payer par rapport à son exercice de droit de grève. Malheureusement, les employeurs ne sont pas toujours au fait de ces lois et ne respectent pas le droit des travailleurs. Dernière question, Keïssa. Mais dans le cas où je ne suis ni Danick ni Zébris et que je suis une non-gréviste, quelles sont les conséquences? Ça ne m'étonnerait pas que tu sois une non-gréviste d'ailleurs. Alors dans ce cas-là, l'employeur doit fournir du travail à Keïssa, donc tu viendras présenter le journal. Non, on a balayé les couloirs, il n'y a pas de journal. Oui, c'est bon, on a tout bloqué. Donc elle ne peut pas présenter le journal. Alors voilà, et normalement, ton employeur doit te payer si tu es en mesure de prouver que théoriquement tu étais en mesure de travailler, et il ne pourra pas te payer s'il est en mesure de prouver justement qu'il n'avait pas la possibilité de te laisser toi travailler. C'est-à-dire s'il y avait eu un piquet de grève, s'il y avait une impossibilité que tu rentres dans l'entreprise, là effectivement il peut entre autres échapper à cette obligation. Mais théoriquement si tu es là, si tu es présente, il doit pouvoir te rémunérer en dépit des deux enfants terribles que sont Danick et Zébris. Quelquefois les non-grévistes sont très mal vus dans l'entreprise. Danick, sache que si tu mets des pneus devant Canal, d'accord, je pourrais prouver que tu as empêché l'accès, donc je serais payé quand même. Hein. Oui, mais enfin, tu ne pourras même pas entrer dans le parking. Mais l'employeur, lui, ne pourra se prévaloir du fait de ne pas te payer que s'il est en mesure de démontrer qu'il n'avait pas la possibilité de te laisser entrer ou que tu n'avais pas la possibilité de pouvoir travailler. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Nous, on a fait le tour. Non, oui, c'est vrai, effectivement, on a fait le tour. On a fait le tour de la question. Alors, c'était donc pour cette année votre dernière chronique, ma chère Emeline. On vous remercie pour l'année. Je profite pour le dire que pratiquement tous les mardis en 15, Emeline a assuré une chronique qui s'appelle ABC Entreprise, comme d'autres. Demain, nous aurons un spécial chroniqueuse avec Martine, Véronique, Jocelyne et un nouveau chroniqueur qui seront là. Donc, on a 4 chroniqueurs demain, exceptionnellement, et que la dernière des dernières chroniques, ce sera le vendredi 29 avec notre amie Laura qui viendra faire un round-up de l'année 2017. Voilà. Emeline, oui, la semaine prochaine, Emeline va nous parler. Mais non, il n'y a pas de semaine prochaine. Il faut écouter ce qu'on dit. On vient de dire que. Pardon, je ne veux pas partir. C'est qu'en fait, Keïssa veut absolument me voir de manière. Absolument. C'est vrai, le sujet m'intéresse. Non, mais c'est tous les 15 jours. C'est tous les 15 jours, Keïssa. Il faut la se mettre. Non, ça viendra. Oui, elle veut faire la grève, mais pour l'instant, elle ne veut pas faire la grève. Elle veut travailler. Elle veut travailler. En tout cas. À la rentrée,
qu'on se retrouve au mois de janvier. Autour d'un thème qui est quand même récurrent. Alors, c'est quoi ce thème? C'est la location meublée des particuliers. Airbnb, c'est ça? Comment? Airbnb. Alors oui, en fait, on parlera de Airbnb, mais version locale, en fait. C'est plus version Wada. Les particuliers. Le bon coup, alors, version locale. Qu'est-ce qui se passe pour les particuliers lorsqu'ils décident de louer un meublé? Quelles sont leurs obligations ou quelles ne sont-elles pas? Donc, en fait, on va faire aussi un petit point là-dessus pour tous les particuliers, parce que je parlais énormément d'entreprises, c'est vrai. C'est mon cœur de métier, mais je pense également aux particuliers. Et comme toujours, avant la fin de la dernière chronique, toujours se rapprocher de son expert comptable lorsqu'on a des questions liées, entre autres, au droit de grève ou aux entreprises. Okay, voilà, il est 13h33, on a une pause publicitaire ou alors on continue le journal? Non, on a fini le journal. On a terminé, pratiquement, on a terminé avec Emeline. Emeline, je ne vous dis pas encore joyeux Noël, il est encore trop tôt. Oui, merci. Le boudin, pois d'Ibois et compagnie, on a le temps. Et on prend rendez-vous par contre pour un moment festif. Ce sera avec le ZCL. Oui, et là, c'est interdit aux gens qui ne sont pas ZCL. Et on aura un super bon déjeuner qu'on prépare. Voilà, ce sera la fête. Voilà, merci à tous ceux qui étaient avec nous depuis 12h34. Il est pratiquement 13h34. Le ZCL est un petit peu court, mais c'est tout à fait normal. M. Verdel n'est pas là. Mais demain, on se retrouve, je vous l'ai dit. Et là, le ZCL sera beaucoup plus long parce qu'on aura pratiquement 4 chroniques en direct et le journal. Et puis, je dis ça déjà, vendredi, nous recevons le directeur de l'ARS, M. Patrice Richard. Vous savez, c'est lui le grand patron au-dessus de tout au niveau de la médecine, et avec les problèmes causés au CHU, bien, des questions à M. Richard, Patrick Richard, seront probablement très nombreuses. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà, bon appétit si vous êtes encore à table. C'est sûr que vous êtes à table à cette heure-là, 13h35, vous n'avez pas fini de manger. Vous prenez votre dessert, nous on va commencer et on va peut-être donner à Keïssa un bon médicament pour sa grippe. Merci. Voilà, c'est fini. Réalisation, Zébris avec un Z. Merci de nous avoir écoutés en direct de Radio Haute Tension et de C10 FM 103. Toujours le rappeler. Voilà, c'est fini. Ok.